Bonjour à toutes et à tous, désolé de ne pas être avec vous ce matin, mais je vais essayer par vidéo interposée de contribuer à vos discussions et à vos débats. Les Jeux Olympiques, pour n'importe quelle grande ville au monde, c'est un événement d'une importance considérable. C'est un moment où des milliards d'êtres humains ont les yeux fixés sur des épreuves sportives, mais aussi sur une ville, ses infrastructures, ses monuments, et donc c'est un moment très très important. Et puis bien sûr, c'est quelque chose qui donne une dynamique à la ville, et là en l'occurrence au Grand Paris, puisque la Seine-Saint-Denis est le terrain de jeu des Jeux Olympiques autant que la ville de Paris et quelques autres partenaires comme la ville de Marseille. Mais bien évidemment, les Jeux Olympiques, c'est à la fois un grand moment festif, mais aussi quelque chose qui a à voir avec la transformation urbaine. Quand on réfléchit aux Jeux Olympiques, on doit avoir à l'esprit tout ce que l'on veut faire en termes de vitrine d'abord, parce que ça va être un moment où les savoir-faire du pays et de l'Europe seront vus dans le monde entier, que ce soit en matière de mobilité avec les véhicules autonomes et les routes connectées, ou en matière de bâtiments et de travaux publics avec tout ce que représente la mutation dans le domaine du bâtiment, le passage du béton aux matériaux biosourcés, la performance énergétique, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, le réemploi, la nécessité de réfléchir à des objectifs zéro déchet, zéro carbone, les bâtiments à énergie positive, enfin tous ces sujets qui sont les grands sujets du moment dans le domaine de la fabrique de la ville vont être à la fois mis en œuvre dans les grandes infrastructures des Jeux Olympiques, que ce soit le village olympique ou la piscine olympique ou l'Arena 2, mais également il faut réfléchir en termes d'héritage, c'est-à-dire montrer que quand on fait le village olympique, on est capable de construire un bâtiment mutable et qui peut se transformer en un morceau de ville orienté vers la mixité fonctionnelle et sociale, c'est-à-dire du logement, mais aussi de l'activité, mais aussi du commerce, mais aussi des équipements publics. Et tout cela c'est ce que représentent les Jeux Olympiques au lendemain de la fin de l'événement. C'est un financement pluriel, hein. Il y a d'abord le CIO, il faut savoir que le CIO apporte plusieurs milliards d'euros. Il y a le financement des infrastructures dont certaines auraient été financées de toute façon par les pouvoirs publics. Et là, c'est un partenariat ville, région, État, ou en tout cas collectivité territoriale, région, État. Et puis, il y a aussi le financement privé. Une partie du financement vient des droits audiovisuels et de la billetterie. Mais ça, c'est la partie CIO. Et donc, on voit que ce qui est très important pour la ville de Paris, mais je pense également pour le gouvernement, c'est d'abord que le budget soit respecté, qu'il n'y ait pas de dépassement. C'est qu'ensuite, les investissements ne soient pas des éléphants blancs, ne débouchent pas sur des objets qui vieillissent mal et qui ne sont pas utilisés. Donc, réussir les Jeux Olympiques, c'est bien sûr réussir l'événement, mais c'est également réussir le financement et réussir l'héritage. Il faut avoir vraiment à l'esprit que ce que moi j'appelle la grande mutation, c'est-à-dire la capacité d'une ville comme Paris de passer du monde carboné au monde décarboné, de passer de respecter les accords de Paris, l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Cette grande mutation, elle va se faire entre maintenant et 2050. 2024, c'est vraiment une date intermédiaire. C'est une date très importante, à la fois à cause des JO, mais aussi parce qu'on sera un peu à mi-parcours. On saura en 2024 si on a des vraies chances de réussir cette mutation. Et cette mutation, eh bien, c'est justement ce que nous nous sommes fixés à l'horizon 2050, c'est-à-dire une ville zéro carbone.
c'est cette révolution dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. C'est ce qu'on appelle aussi la ville post-automobile, c'est-à-dire une ville où la mobilité est considérée comme un service et non pas comme la propriété d'un véhicule. Et bien sûr, c'est le passage au véhicule propre. C'est une ville où on peut enfin respirer. Et c'est une ville où les déplacements ne sont plus une galère. Et c'est une ville où les bâtiments sont capables de fonctionner sans être une menace pour l'environnement. Donc on voit bien que 2024 est une date charnière, une date pivot, mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est au-delà. Et c'est bien sûr le respect de l'accord de Paris et le respect du plan climat de la ville de Paris. Le Paris de demain, c'est difficile de dire. Vous savez, il y a tellement de défis auxquels nous sommes confrontés. Il y a le défi climatique, il y a le défi énergétique, il y a le défi de l'épuisement des ressources, mais il y a aussi le défi des grandes migrations, parce qu'il va y avoir les migrations que nous connaissons aujourd'hui, qui sont plutôt dues à des guerres ou à des conflits. Et puis il va y avoir demain les réfugiés climatiques. Donc on sait bien que les temps qui s'annoncent sont des temps difficiles, sont des temps où il va falloir s'adapter à beaucoup de transformations humaines et sociales très dures. Et Paris doit être une ville résiliente. Vous savez que la devise de Paris, c'est Fluctuat nec mergitur, et j'ai coutume de dire que c'est la première définition de la résilience. La résilience, c'est être capable justement de subir les chocs et de s'adapter à ces chocs et de transformer la ville pour qu'elle soit mieux capable de résister à ces chocs, que ce soit des inondations, que ce soit par exemple des pics de chaleur. Jean Zouzel dit qu'une ville comme Paris risque d'avoir des canicules à 40-45 degrés dans un futur qui ne sera pas si lointain. Et donc rafraîchir la ville, c'est un enjeu exceptionnellement important. Et il faut commencer à travailler dès maintenant si jamais on veut que la ville soit vivable au moment de ces pics de chaleur. Si vous prenez aussi l'exemple de la résilience en termes de sécurité, par exemple, ou en termes de sûreté, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important. Nous voyons bien que nous avons des enjeux de sécurité dans une ville comme Paris qui sont d'une nature assez profondément différente de ce qu'ils étaient il y a de cela quelques années. Les robots vont envahir la ville. J'ai écrit un livre sur le sujet parce qu'il me semble que c'est un sujet dont les politiques doivent s'emparer et ils doivent comprendre que la régulation, que les politiques de régulation, c'est extrêmement important. Il va y avoir des robots automobiles, mais il va y avoir aussi des robots de livraison, des robots de nettoyage, des robots pour tenir compagnie aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap. Donc nous savons très bien que cette transformation, qui est une transformation considérable du mode de vie des citadins, c'est ce qui nous attend dans les 20 ou les 30 prochaines années. Ce Paris-là, il faut qu'il reste vivable, il faut qu'il reste humain, il faut que l'humanisme soit toujours présent, il faut que les relations humaines ne soient pas entamées par cela, il faut que le lien social soit toujours très fort, très puissant, il faut que ce soit une ville où on puisse flâner, où on puisse s'amuser, où on puisse bavarder, il faut que la conversation soit toujours l'idéal de la ville, l'idéal de l'urbanité. Et tout cela, ce sont des sujets éminemment politiques, et c'est peut-être cela la politique de demain.